es-tu? Seigneur, où es-tu? Le peuple haïtien ne peut plus. Tu es venu, Jésus, pour libérer les mots de Dieu. Quand tu es venu, Jésus, est-ce que le peuple haïtien n'existe plus? Est-ce que le peuple haïtien n'était pas là, Jésus, quand tu es venu pour sauver l'humanité? Où es-tu, Jésus? Le peuple haïtien ne peut plus. Où es-tu? Jamais! Le peuple haïtien ne peut plus. Où es-tu, Jésus? Est-ce que quand tu étais venu pour sauver l'humanité, est-ce que quand tu étais venu, Jésus, pour sauver le monde, est-ce que le peuple haïtien n'était pas là? Hein? Pourquoi tout ça passait avec le peuple haïtien? Quel enfer pour... Est-ce que nous connaissons que c'est seul un petit groupe haïtien qui a l'idée vague de l'histoire pays d'Haïti? Ça, c'est un bail qui est grave, et même très grave. Surtout là, nous connaissons qui rôle connaissance l'histoire qu'a joué dans le développement du pays. C'est pour essayer de corriger la situation ça que Jean Julien, dans la collection 2004, à la collection du bicentenaire de l'indépendance d'Haïti, invité tout Haïtien à la Ronde Badet à faire un grand pèlerinage dans l'histoire du pays d'Haïti. Quel que soit son hier, côté noir, côté milat, côté blanc, qu'on vive en Haïti, qu'on vive l'autre bord de l'eau, qu'on été haïtien ou bien qu'on naturalisé étranger, c'est pour chaque grain haïtien qui a une obligation et même un devoir pour apprendre à connaître l'histoire du pays d'Haïti. Ensemble, on a frappé dans le porte général l'histoire pour nous connaître ce qui s'est passé dans le temps. C'est seul général l'histoire qui cap fort ouais toute belle bagaille que les ancêtres yo te remettent. C'est seul général l'histoire qui cap fort ouais tout crime, tout vol, toute l'autre vieille bagaille laide que un pile dans dirigeant yo te commettent. Dans tout pays étranger, quel que soit côté haïtien passé, ils reconnaissent valeur. Ils disent que haïtien bon et le bon vrai. Gros question qu'on hier, qui ça nous cap fait pour nous ranger le pays d'Haïti? Mes amis, c'est seul général l'histoire qui a fait tout haïtien prendre conscience. C'est seul général l'histoire qui a dit nous ça nous doit faire pour nous lever gros gabel ça et sauver bel ti Haïti chéri nous. Situation pays d'Haïti après tomber l'ESCO. Immédiatement après au final arrêté l'ESCO et fait le prisonnier dans le manoir des Lauriers, il a été formé pour diriger le pays à un comité exécutif militaire qui a gagné un colonel Franck Lavo président, major Antoine Levelt et major Paul Magloire membre. Pas de prison est l'ouvri et a été libéré de tout prisonnier politique. Peuple souverain prend la rue et a pillé magasin quête arabe et déchouqué plusieurs gros autobrés qui t'a servi sous gouvernement l'ESCO. Comme sous l'ESCO pas de 15 affaires carnaval, là même dans tout pays, à bon à pied, prend la rue, et musiciens tombent, composés, chanter pour salamber l'ESCO. En pile politiciens qui t'a vivre dans campé loin, courir entrer Port-au-Prince. Pour seul mois janvier 1946, plus passé 12 partis politiques t'es formés, et t'es bien plusieurs leaders noirs qui t'es posé candidature à la présidence. Dans temps ça, y'a pas de pays un travailleur, plus passé 6 goudins, qui veut dire goud et demi, pour une journée de travail qui t'est commencé à 6 heures du matin, pour le finir jusqu'à 6 heures du soir. Là même, syndicat Blahi, et tout est campé pour faire revendication travailleurs au passé. C'est comme ça, c'est grève après grève, qui est organisée sous Fort-au-Prince, et dans gros compagnies tant que ASCO, éclairage électrique, Chada et plantation de fin. Laisse ça, si monsieur journal là, où je campé, il dit que c'est yo qui te déclenché une révolution communiste qui te jeté l'ESCO. Leader noir yo même pour bon pas yo, il a déclaré que la révolution de 46 sont révolution noiriste liée, et que c'est yo les authentiques, les intellectuels noirs qui savaient, c'est yo Kounière qui prend le pouvoir et diriger le pays. Qui donc? Puisque colonel Franck Lavo et major Antoine Levelt, c'est moun clair, yo t'ayé obligé de mettre corps un peu sous côté. Et moun qui vraiment t'a dirigé le pays,
c'était Major Paul Magloire qui est en noir. Cependant, d'après l'histoire, à pas Daniel Fignolet qui, à distance, te permettre quelques partisans de participer, ni Dumas estimé, ni Paul Magloire, ni François Duvalier, pas yon, dans trois plus grands bénéficiaires mouvement 46, ils étaient là. Les petits messieurs journal La Rue Chaud, te fait élève l'école, ensemble avec étudiants, prend la rue, pour lancer une date qui était 7 janvier 1946, une grève générale qui finalement pourra déboulonner les scouts. Après ça, c'est la troublaille. Il y a monté un comité de salut public qui bien vite est éclaté. Il était divisé en deux camps. Il y a un bord où tu joint les communistes et l'autre bord les noiristes. Il faut que nous disions que communiste, c'est un bon jeune garçon et un bon apprenti révolutionnaire qui n'a pas gagné aucune expérience politique. Et ça pas de printemps pour un pile parti communiste formé, était éclaté l'un après l'autre. Les noiristes, ou plutôt les authentiques, ils n'ont pas de formé parti politique. Ils ont commencé là même lancer campagne du Marseille estimé à la présidence. C'est après ça, Daniel Fignolet, pour le former avec Dr François Duvalier, ils ont parti politique qui ont été les mouvements ouvriers paysans, ou tout simplement MOP. Les petits messieurs journal La Rue Chaud, ouais, que c'est tout bon, il a perdu contrôle mouvement. Ils ont monté une grosse manifestation communiste, que après que le traversé Port-au-Prince, t'as fini sous pas que le compte. Gros manifestation, ça, t'es bail militaire, gros problème. À la vérité, mouvement petit monsieur journal La Rue Chaud est cap débouché sur une vraie révolution populaire. Si gros leaders noirs, les authentiques tant que Émile Saint-Lô et Daniel Fignolet, pas de camper en quoi, pour dire que pas participer dans aucun mouvement, côté au gain plus danser coulé avec les mulâtres. Malgré tout, petit monsieur journal La Rue Chaud est continué maintenu une mobilisation manche longue contre le comité exécutif militaire. Un jour, dans le finissement mois février, ils ont réussi à faire élève lycée Pétion, ils ont pris la rue. Ils ont dirigé sous faculté. Quand ils ont croisé Bab Boubab avec une escouade soldat Cazen de Salines, sous commandement capitaine Antonio Quebro, qui l'ouvrit en bas au macaque. Élèves ont pris un bâton pour ne pas échapper. Si pour un pile intellectuel noir, 46 c'est une révolution. Cependant, pour René Despestre, il y en a un Mounio qui tape mené un mouvement, il dit qu'en 1946, c'était une situation révolutionnaire qui était capable finalement de déboucher sur une révolution. Cependant, en 1946, pas de bien révolution. Oh! A été le seul pays à avoir payé pour son indépendance, obtenue pourtant dans le feu et dans le sang. À la veille du bicentenaire de cet événement inédit dans l'histoire du monde, n'est-il pas venu le moment de la restitution des montants consentis? À cet égard, mon pays s'est félicité des propositions formulées par un certain nombre de gouvernements et également certaines agences des Nations Unies pour des actions concrètes en vue de la reconnaissance, la réparation et la restitution des torts du passé. La Tour Eiffel a été payée par l'argent des Haïtiens. C'est le fameux journal le New York Times qui a enquêté et qui en apporte les preuves. En fait, tout vient de cette dette qui a été imposée à Haïti par la France en 1825, en échange de la reconnaissance officielle de l'indépendance d'Haïti. La dette imposée par la France à l'époque était de 150 millions de francs or, une dette colossale qui a littéralement écrasé l'économie haïtienne. Et pour rembourser cette dette qui a été imposée par la force, il faut le dire, Haïti a dû emprunter auprès de banques françaises. La France a donc ouvert une banque à Port-au-Prince pour capter directement l'argent des Haïtiens et l'envoyer en France. Cet argent a surtout été géré par le CIC qui a pu ensuite investir dans la construction de la Tour Eiffel. Alors oui, Gustave Eiffel a engagé son propre argent, mais 80% du financement de la tour provenait des banques et surtout du CIC. Alors il y a 20 ans, le président haïtien Jean-Bertrand Aristide avait parlé de cette dette de l'indépendance qui devait être remboursée par la France. D'ailleurs, cela lui a coûté sa place de président.
Il a dû démissionner de force sous la pression de la France et des États-Unis. L'ambassadeur de France à l'époque admet qu'il y avait un lien entre l'éviction du président Aristide et ses revendications pour la restitution de cette dette. Après plusieurs mois d'analyse des archives, le New York Times a estimé que cette dette qui a été imposée par la France a coûté au développement économique d'Haïti plus de 100 milliards de dollars de pertes sur 2 siècles. Cette dette empoisonne toujours l'économie d'Haïti ainsi que les relations diplomatiques entre Haïti et le monde occidental. Alors la banque française, le CIC, a pris cette information très au sérieux et va financer des travaux universitaires pour faire la lumière sur toute cette histoire. On attend de voir. Et puis c'est pas vraiment des travaux universitaires que réclame Haïti, c'est plutôt de l'argent. Aujourd'hui, la valeur de la Tour Eiffel est estimée à environ 435 milliards d'euros, soit 20 fois plus que ce qu'a demandé le président Aristide comme réparation du préjudice de 1825. C'est que la bataille de Vertières n'existe pas. Le mot Vertières est un mot qui n'existe pas dans l'histoire et la mémoire française, et j'encourage tous ceux qui nous regardent à ouvrir leur dictionnaire des noms propres et à chercher le mot Vertières. Vertières n'existe pas. Cette défaite a été occultée, elle a été effacée, elle est scandaleuse. Elle est scandaleuse parce que finalement la plus puissante armée française, la plus puissante armée du moment est défaite par une troupe d'anciens esclaves qui ne doivent pas être citoyens selon les généraux français et selon Napoléon. Mais Vertières est un symbole de résistance populaire encore aujourd'hui en Haïti. Ouais. Alors justement, beaucoup d'Haïtiens ont connaissance de cette histoire et ils pensent, et pas seulement d'ailleurs les Haïtiens, que ce pays continue de payer aujourd'hui le prix de son indépendance. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez, vous qui travaillez sur cette page de l'histoire? Certainement, certainement. Vertières est un moment scandaleux. Si le 18 novembre 1803 n'existe pas dans le calendrier français, alors que c'est un moment d'histoire de France, c'est qu'il se passe là quelque chose d'impensable. Et qu'est-ce qui est impensable? C'est le renversement de la relation esclavagiste. Première République noire? Première République noire, mais ça va bien au-delà. Le 18 novembre 1803, les maîtres deviennent les esclaves et les esclaves deviennent les maîtres. C'est impensable. C'est bien pire qu'une défaite à Waterloo ou en Russie. Alors voilà en grande partie pourquoi cette bataille continue à être occupée. C'est l'armée haïtienne qui a infligé à Napoléon sa première grande défaite. Personne ne connaît la bataille de Vertières et pour cause, elle a été rayée de l'histoire de France. La bataille de Vertières s'est déroulée le 18 novembre 1803 dans le nord de la colonie de Saint-Domingue qui a été renommée Haïti après l'indépendance. Cette bataille est la toute dernière bataille de la guerre d'indépendance haïtienne qui a duré 13 ans. Elle a commencé en 1791 et elle a entraîné des dizaines de milliers de morts. Cette révolte a permis l'abolition de l'esclavage en 1794. Mais Napoléon Bonaparte, dès qu'il prend le pouvoir à Paris, veut rétablir l'esclavage. Et d'ailleurs, écoutez ce qu'il écrit à l'époque, donc je lis: « La décision de détruire l'autorité des Noirs à Saint-Domingue n'est pas fondée sur des considérations de commerce et d'argent, mais sur la nécessité de bloquer à jamais la marche des Noirs. » Donc, en 1802, il envoie 30 000 soldats sous les ordres du général Leclerc, qui est le beau-frère de Bonaparte, puisque Leclerc a épousé Pauline Bonaparte. Et Leclerc doit reprendre le contrôle de l'île et surtout rétablir l'esclavage. Le général Leclerc sera assez vite terrassé par la fièvre jaune et il sera remplacé par le général Rochambeau. Il y a eu plusieurs affrontements entre les deux armées, mais la bataille décisive est bien celle qui se déroule à Vertières. Les troupes françaises sont retranchées dans le fort de Vertières. Et ce 18 novembre 1803, Jean-Jacques Dessalines, le grand général haïtien, ordonne de prendre le fort de Vertières. Les combats sont très intenses et durent environ 11 heures d'affilée. Les Haïtiens ont des fusils, bien sûr, mais pas de canons. Or, les Français ont amené des canons depuis la métropole et ils tirent sans répit des boulets sur les Haïtiens. La résistance des troupes est vraiment héroïque et la stratégie menée par Dessalines oblige finalement Rochambeau et ses troupes françaises à capituler. Un accord est signé et Rochambeau a 10 jours pour quitter l'île définitivement. D'ailleurs, Rochambeau va offrir à Dessalines son plus beau cheval comme une marque d'admiration pour sa bravoure et pour son courage. Au final, 15 000 soldats français ont trouvé la mort pendant cette expédition. L'île est proclamée indépendante en 1804 et elle devient la première république noire du monde. Vertières est une double humiliation militaire d'une part, mais aussi plus profondément une défaite de société, puisque ce sont d'anciens esclaves noirs qui chassent avec force, avec organisation et avec stratégie la plus grande armée du monde à l'époque. C'est la fin du dogme de la race supérieure qu'ont imposé les Occidentaux dans ces colonies. Je pense que cette bataille de Vertières doit être enseignée dans les écoles
Mais dites-moi en commentaire comment faire pour intégrer cette bataille dans les livres d'histoire. Papa des Salines, le génie, hey, je dois une fière Jovel, un prix Nobel, à Dieu des Salines, pas j'en fais mon.